Bonjour à tous. Très heureuse de vous revoir. Le projet de commerce bio en Asie du Sud-Est, Regional Biotrade Project, RBT en anglais, a pris fin après 8 ans de déploiement. Il s'agit d'une initiative financée par le secrétariat d'État à l'économie SECO-SUS, avec un budget de 8,5 millions de francs suisses, soit environ 10 millions de dollars. Dans le focus de cette semaine, nous vous invitons à vous approcher de ce projet qui se réalise dans 4 pays de l'Asie du Sud-Est, à savoir le Vietnam, le Laos, le Myanmar et le Cambodge. Mais tout d'abord, place à l'actualité de la semaine. Dans son dernier numéro, le courrier du Vietnam dresse un bilan des lourds dégâts causés par le typhon Yagi. Il s'agit du plus puissant typhon à frapper le Vietnam depuis 30 ans. Il a dévasté plusieurs localités du nord du pays avec des inondations massives, des glissements de terrain, des coupures d'électricité ainsi que la destruction de nombreuses infrastructures. Au 11 septembre, le bilan humain s'élève à 150 morts, 140 portés disparus et des centaines de blessés. Dans le secteur agricole, près de 150 000 hectares de rizières, près de 27 000 hectares de cultures maraîchères et environ 11 000 hectares de vergers ont été affectés. Les pertes concernent également les élevages de porcs, de bovins et de volailles. En raison de l'impact du typhon Yagi qui a entraîné de fortes pluies pendant plusieurs jours, des crues soudaines ont été observées dans les rivières et fleuves du Nord, atteignant le niveau d'alerte et mettant en danger de nombreuses zones résidentielles et agricoles situées en terre basse. Outre les informations sur le typhon, le courrier du Vietnam fait le point sur le secteur touristique. La période de septembre à avril est considérée comme idéale pour attirer les visiteurs étrangers au Vietnam. Le pays entre dans cette haute saison avec l'espoir de séduire un grand nombre de touristes. Le journal dévoile également une nouvelle tendance enregistrée au Vietnam, le tourisme de bien-être. Les experts prédisent que cette tendance dominera non seulement en 2024, mais continuera de se propager dans les années à venir. Une autre tendance qui se développe dans le pays est le tourisme musical. De nombreux spectacles ont déjà été organisés avec succès et bien d'autres sont encore à venir. Pour plus d'informations, veuillez vous chercher le courrier du Vietnam numéro 38 ou accéder au site lecourrier.vn. Le Forum de la jeunesse francophone d'Asie-Pacifique 2024 sur le thème employabilité, création et innovation au cœur de la francophonie en Asie-Pacifique vient de se dérouler à Hanoï. Organisé conjointement par le comité central de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh et le Comité national de la jeunesse du Vietnam, en coordination avec le Bureau régional pour l'Asie et le Pacifique de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, l'événement a vu la participation de 60 délégués, dont 10 jeunes du Vietnam et 50 autres pays membres et observateurs de l'OIF dans la région d'Asie-Pacifique. Les jeunes délégués ont eu l'opportunité d'échanger et de partager des expériences sur l'employabilité, l'entrepreneuriat dans l'environnement francophone, le développement durable, le numérique et les technologies de l'information, les communications. Ils ont eu l'occasion de travailler ensemble pour bâtir une communauté francophone de plus en plus forte et durable. Une formation sur l'amélioration des compétences dans la conception de produits d'information multimédia a eu lieu la semaine dernière au Centre de formation professionnelle de journalisme de l'Agence vietnamienne d'information à Hanoï. La formation s'inscrit dans le cadre du projet de Vincent intitulé « Renforcement des compétences professionnelles et de français des journalistes francophones » mené en collaboration entre l'agence de presse Benga, la RTBF, l'Université libre de Bruxelles, l'agence vietnamienne d'information et la radio La Voix du Vietnam.
animé par le journaliste belge Alain Gérard, rédacteur en chef de Latitude, Médialatitude.be et enseignante à l'Université libre de Bruxelles. La formation réunit une quinzaine de journalistes professionnels, rédacteurs francophones du Corée du Vietnam, du service de rédaction des informations pour l'étranger de la VENA ainsi que de l'AWAR du Vietnam. Durant les 5 jours de formation, du 9 au 13 septembre, le formateur a échangé avec les journalistes sur des sujets variés liés aux multimédia tels que écrire pour le web, FinInfo, data journalisme, fact-checking, fake news, utilisation des réseaux sociaux, éditorialisation et intelligence artificielle. Il a partagé également son expérience en Belgique avec les participants. Une autre session de formation portant sur des thèmes similaires aura lieu à Hanoï du 16 au 20 septembre, aux mêmes endroits, en faveur d'une trentaine de reporters de la VENA et de la Voix du Vietnam. L'année passée, pourquoi je ne veux pas gagner? Les amateurs d'art sont invités à l'exposition Non Nước Biên Thủy, paysage des zones frontalières, qui se tient du 11 au 15 septembre au Musée des Beaux-Arts de Hanoï. Les paysages époustouflants et la vie quotidienne animée de la province montagneuse de Hà Giang se dévoilent dans une multitude de peintures à l'huile de l'éminent artiste Đỗ Đức. Il s'agit de sa 7e exposition personnelle, avec une cinquantaine de ses œuvres créées au long d'une vingtaine d'années et inspirées par le haut plateau karstique de Đông Văn et ses environs. Lors du vernissage de l'exposition, tenu le 11 septembre, Đỗ Đức a également présenté son livre éponyme, sorti en mars dernier. Cet ouvrage rassemble environ 200 tableaux à l'huile, dont 50 sont exposés à cette occasion. Dans le cadre de l'exposition, l'une de ses œuvres, Trên Nương, au champ, est mise aux enchères pour contribuer au fonds Hoa Của Đá, fleurs de pierre. Au cœur de l'Asie du Sud-Est se trouve la région du Mékong, berceau de la vie et sanctuaire de biodiversité. Ici, les paysages sont animés par les murmures des arbres centenaires et les innombrables espèces d'animaux qui y vivent. Pourtant, ces trésors ainsi que les communautés qui en dépendent sont confrontés à des défis et des menaces diverses. La pluie ne s'arrêtait jamais. Il n'y avait aucun endroit pour sécher le thé. Le nom de ce plant est Ngô. Dans le passé, on le cultivait, mais il n'y avait pas de marché, donc la culture a cessé. Le coût de transport plombe le prix de vente. La plupart des vendeurs de thé étaient des hommes, car les routes étaient en mauvais état et peu sûres pour les agricultrices. Il existe du gingembre bio et non bio, mais sur le marché, il n'y a pas de différence de prix entre les deux. Nos produits agricoles utilisent de trop nombreux produits chimiques. Les entreprises de la région se heurtent toujours à des barrières non techniques. En réponse à ces problématiques pressantes, le secrétariat d'État à l'économie suisse, SECO, a lancé une mission en 2016. C'est ainsi qu'est né le projet régional de commerce bio. Le projet a été concrétisé par l'organisation suisse Helvetas et le Centre pour le développement de l'économie rurale CRES. Le projet se réalise dans 4 pays, Vietnam, Laos, Myanmar et Cambodge, avec un budget de 8,5 millions de francs suisses, soit environ 10 millions de dollars. Ce projet s'articule en 2 phases et se concentre sur la conservation de la biodiversité grâce au commerce durable des produits qui en sont issus. Il intègre les producteurs et exportateurs locaux aux chaînes de valeur mondiale, augmentant ainsi les revenus des populations rurales du Myanmar, du Vietnam, du Laos et du Cambodge, dont les moyens de subsistance dépendent des ressources de la biodiversité.
À ce jour, 78 entreprises vietnamiennes, birmanes, laos et cambodgiennes ont été intégrées au projet avec succès, rejoignant les chaînes de valeur mondiales et générant ainsi plus de 195 millions de dollars de revenus d'exportation. Ces entreprises ont adopté plusieurs normes durables. Hanuti fournit au marché des produits tels que des cacahuètes, des haricots noirs et rouges, tout issu de variétés locales et conformes aux normes bio internationales. Nous avons reçu un soutien précieux pour l'élaboration de notre stratégie commerciale et de notre marque. En particulier, nous avons pu participer à des activités de promotion commerciale au Vietnam et à l'étranger. Grâce à cette initiative, nos produits ont été présentés lors de foires commerciales, ce qui nous a permis de rencontrer des partenaires et de signer des contrats. Le projet a en outre amélioré les conditions de travail, créé des opportunités d'emploi et accru les revenus des personnes vulnérables dans les zones reculées, en particulier les femmes de différents groupes ethniques. En détail, plus de 56 000 personnes dépendantes des ressources de la biodiversité ont vu leur vie s'améliorer grâce aux 32 composantes durables du projet global portant sur le secteur agricole et forestier. Nous sommes ici dans la région du Mekong. C'est un projet régional, un projet qui est basé dans une région qui est intégrée dans l'économie mondiale avant tout par son agriculture, avant tout par son utilisation, son exploitation des ressources naturelles. Et c'était donc très logique d'investir dans des processus de durabilité par rapport à l'utilisation des ressources naturelles. L'objectif de ce projet était d'augmenter la biodiversité, mais aussi le côté économique de ce projet. Il ne s'agissait pas juste d'augmenter la biodiversité, mais aussi d'augmenter le revenu des familles. Le projet régional de commerce bio a pris fin, mais le chemin vers un avenir plus vert se poursuit. Lors d'un bilan du projet organisé en août dernier à Hanoï, les délégués présents en ligne et en direct ont affirmé que le projet avait joué un rôle déterminant dans la promotion d'une exploitation responsable des matières premières naturelles dans la région du Mekong et constitue un modèle réussi de coopération transnationale au développement. Je pense que la coopération entre la Suisse et le Vietnam a été un véritable succès ces 8 dernières années. Lors de la première phase du projet, peu de gens connaissaient en profondeur le concept de commerce bio. Au fil du temps, au cours de la mise en œuvre du projet, de nombreuses entreprises et partenaires ont pris conscience de l'importance de la biodiversité ainsi que du rôle crucial qu'elle joue dans l'exportation des produits vers la Suisse et d'autres pays européens. Si l'organisation Habitat possède une riche expérience internationale en matière de coordination d'experts, notre centre, quant à lui, dispose d'une solide expertise locale. Nous avons des experts chevronnés qui comprennent bien les besoins des habitants, notamment ceux des petites et moyennes entreprises, PME. Le CREAT a fait d'importants efforts pour connecter les habitants, les entreprises et les marchés étrangers.
Bien qu'il reste encore beaucoup à faire, les perspectives d'avenir pour les produits de commerce bio sont prometteuses pour les marchés haut de gamme. Ce projet a démontré le pouvoir de la collaboration pour des moyens de subsistance durables, l'approvisionnement en produits et le développement du commerce, apportant de grands avantages aux communautés locales et à la biodiversité en Asie du Sud-Est. Ensemble, nous pouvons cultiver un avenir plus vert. C'est la fin de cette édition Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.